Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue sur El Magharibiya. Quel plaisir de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Microscoop. Le choix entre le maintien ou non de la ligne politique libérale suivie depuis maintenant plus de 6 décennies par le Sénégal ou le changement radical. Eh bien, le peuple sénégalais a fait le choix. On en parle ce soir. Les Sénégalais et les Sénégalaises ont fait ce choix. Le candidat élu, tout jeune, 44 ans, loin d'être celui des élites au pouvoir, ne cache pas son intention, dit-il, je le cite, de les dégager. Dégager. On se souvient dès 2019, Yetna Haouga, dégagez-les tous, changement de système, c'est ce qu'a souhaité, c'est ce que souhaite encore le peuple algérien. On va essayer de comprendre un petit peu d'abord comment on est arrivé le Sénégal aujourd'hui avec notre confrère journaliste en direct du Sénégal, mais aussi un peu les similitudes, pourquoi encore une fois les Algériens continuent ce chemin, mais ont aussi beaucoup de mal face à ce système. Donc une belle surprise, certes démocratique, le candidat de la majorité donc sortante battu, un scrutin présidentiel serein, des résultats électoraux sans bavure, des félicitations. On écoutera notamment le premier opposant du nouveau président sénégalais et puis même l'ancien chef de l'État, Macky Sall, qui a fait part de ses félicitations. C'est pour vous dire, donc on essaiera un peu de comprendre comment on est arrivé le Sénégal aujourd'hui. Peut-on parler aussi de leçons, d'exemplarité? Un exemple et des leçons qu'ont aussi donné les Algériens en 2019 avec un bel espoir pour toute l'Afrique. Ils sont de nombreux observateurs, observatrices, analystes, analyses à avoir exprimé ceci dès 2019. Avec nous pour en parler, donc en direct, un confrère journaliste, chef du service international de RFM, Seydou Nourouba. Bonsoir et bienvenue. Oui, bonsoir, merci à vous. Merci d'être parmi nous. Le plaisir aussi ce soir d'avoir analyste politique, spécialiste des questions internationales. Il est avec nous ce soir. Merci Gamal Abina d'être là. Merci pour l'invitation et bonsoir à tout le monde. Merci infiniment. Et puis journaliste confrère, ancien rédacteur en chef de Libération de Liberté en Algérie. Karim Kebil sera avec nous dans quelques instants, vers 18h15, 18h20, et puis on l'espère peut-être pour quelques minutes. En fin d'émission, la militante politique, parce qu'il faut aussi des militants politiques sur le terrain, Lila Tamansour, nous dira aussi quelques mots avec nous. Seydou Nourouba, merci d'être présent. Avant de vous donner la parole, on va regarder cette première vidéo, notamment la réaction du nouveau président, Bassirou Diomaye Faye, qui constitue donc une belle surprise pour la démocratie au Sénégal, et on se retrouve tout de suite après. En élisant président de la République, le peuple sénégalais a fait le choix de la rupture. Je voudrais dire à la communauté internationale, à nos partenaires bilatéraux et multilatéraux, que le Sénégal tiendra toujours son rang. Il restera le pays ami et l'allié sûr et fiable de tout partenaire qui s'engagera avec nous dans une coopération vertueuse, respectueuse et mutuellement productive. Je réitère mes félicitations au président Diomaye Faye. Je lui souhaite réussite et succès à la tête de notre pays. Puisse Dieu l'accompagner dans la réalisation de sa mission pour la grandeur de notre nation et le bien-être de nos populations. Voilà, devant quelques 18 millions d'habitants, 44 ans, inspecteur des impôts. Il a passé un bout de temps en prison. Il était en prison 11 jours avant son élection. Le plaisir de vous avoir. Rebonsoir, Seydou Nourouba, journaliste. Vous êtes chef du service international de RFM au Sénégal. C'est une réelle avancée pour le Sénégal. On sait, alors même si on rappelle rapidement Macky Sall entre avril 2012 et mars 2024, Abdoulaye Wade entre avril 2000 et avril 2012. Mais voilà, pour le Sénégal, c'est tout de même une avancée d'avoir un jeune président élu dans des conditions pareilles. Allô, vous m'entendez bien? Oui, très bien, on vous entend maintenant, je vous en prie.
Merci beaucoup. Je pense que d'abord, moi j'ai eu la chance de suivre Ousmane Sonko avant même que Bassirou Diomaye Faye ne soit élu président. Parce que si j'ai bonne mémoire, j'ai suivi la campagne Ousmane Sonko en 2019. On a eu la chance de faire les 22 régions du Sénégal. Donc, je connais Ousmane Sonko mieux que quiconque dans ce pays. Et le projet dont vous venez de parler, le système, ça a été vraiment le maître mot durant toute sa campagne 2019. Et c'est pratiquement le même contenu qui a prévalu durant cette campagne 2024. Une campagne pleine de surprises, pleine de soubresauts, pleine, n'est-ce pas, d'émotions. Nous l'avons vécu ici au Sénégal. Et je pense que le fait que Bassirou Diomaye Faye soit aujourd'hui au pouvoir, un jeune président, pour la première fois dans l'histoire politique du Sénégal, un président âgé de 44 ans, mais ça a créé beaucoup de surprises, surtout du camp présidentiel, parce que nous savons tous que le président avait, n'est-ce pas, choisi le candidat Amadou Ba, n'est-ce pas, candidat de la coalition Benno Bokk Yakaar, mais nous savons ce qui s'est passé par la suite. Il y avait beaucoup d'ailes dissidentes au niveau même de la coalition Benno Bokk Yakaar, et c'est le résultat aujourd'hui de cette défaite cuisante, il faut le rappeler, parce que Bassirou Diomaye Faye a eu plus de 2 millions de voix, là où Amadou Ba a eu un peu plus de 2 millions de voix, Amadou Ba a eu 1 million et un peu plus de voix. Certains vont dire que cette défaite a été créée et même causée par le chef de l'État qui ne voulait pas réellement de Amadou Ba et qui ne voulait pas. Est-ce qu'il l'a choisi parce qu'il n'avait pas le choix, ou est-ce qu'il l'a choisi parce que c'est Amadou Ba qui devait s'imposer comme candidat de la coalition Benno Bokk Yakaar? Mais comprenez en tout cas aujourd'hui qu'il y a beaucoup plus de surprises à l'issue de cette élection présidentielle qui a vu Bassirou Diomaye Faye, un jeune, n'est-ce pas, inspecteur des impôts domaine acquis le pouvoir, mais certains diront qu'il fallait s'y attendre parce que c'est une jeunesse qui a été déboussolée, une jeunesse qui a été perdue, une jeunesse qui est désespérée, qui a même fait un vote à l'aveuglette. Mais attention, d'autres diront que non, il fallait finir avec le système du chef de l'État Macky Sall et qu'il fallait mettre un président qui soit là, qui soit à l'écoute des jeunes Sénégalais. Et la malchance d'Amadou Ba, c'est d'être candidat au moment où la classe jeune, qui est presque 70% de la population, a choisi de se rebeller, a choisi de bouter d'or le système du chef de l'État Macky Sall. Alors vous parlez de Macky Sall, effectivement ancien chef de l'État entre le 2 avril 2012 et le 24 mars 2024, le jour de l'élection du nouveau président. C'est la victoire de la démocratie sénégalaise, le bon déroulement de l'élection, donc a félicité Macky Sall, le nouveau jeune président. Comment on en arrive là? C'est aussi un pays qui vit aussi où la démocratie pose problème maintenant depuis plusieurs années, plusieurs décennies. Vous l'évoquiez il y a quelques instants. Un pays aussi qui est sous tension depuis 3 ans. Il y a eu pas mal de poursuites judiciaires. À un moment donné, on parlait d'un millier aussi de personnes qui ont été arrêtées, emprisonnées parce qu'elles tentaient de s'exprimer. Et il y a aussi, selon certains observateurs, cette tentative de manœuvre. Alors je mets un point d'interrogation, vous allez nous donner votre avis. Tentative de manœuvre au report de cette élection qui devait avoir lieu le 25 février 2024. Donc un souhait de l'ancien chef d'État qu'elle soit reportée en décembre 2024. Et là, le peuple a dit stop, ça suffit, il faut que ces élections aient lieu. Oui, justement, c'est la chance que le Sénégal a aujourd'hui. Et cette élection vient encore une fois confirmer la démocratie, n'est-ce pas, en marche de ce Sénégal que nous aimons tous. Vous l'avez dit, la démocratie reste debout et j'espère qu'elle restera encore debout dans ce pays et ces élections l'ont démontré. Certains avaient pensé que l'élection n'aurait pas lieu au mois de mars, mais vous avez vu que le processus a été accompagné et que le président, conscient du fait que la démocratie doit perdurer, conscient du fait que la démocratie ne doit pas être bafouée et qu'il ne voudrait pas être le premier quand même à le faire,
s'est arrangé, il a tout fait pour que cette élection-là se tienne, n'est-ce pas, à date échue. Je ne dirais pas à date échue, parce qu'on aurait voulu qu'elle se tienne le 25 février comme à l'accoutumée, mais le plus important, c'est que l'élection, n'est-ce pas, s'est tenue et que le 2 avril, le chef de l'État quittera ce pays. Donc, c'est une preuve que la démocratie est en marche au Sénégal et que ce n'est pas aujourd'hui que le chef de l'État, n'est-ce pas, viendra quand même mettre un terme à cet espoir bien sénégalais. On n'est pas dans la tête de l'ancien chef Macky Sall, mais peut-être qu'il y a quelques semaines, quelques mois, il aurait peut-être souhaité, envie, briguer un nouveau mandat. C'est pour ça d'ailleurs en tout cas, que son parti reste au pouvoir. On rappelle que l'opposant principal est aux côtés du pouvoir de l'ancien chef de l'État. Donc c'est pour ça que je parlais d'avancer. Qu'est-ce qui a fait bouger les choses? Qu'est-ce qui a fait que ce système sénégalais qui tout de même décrié, qui pose problème en termes de démocratie, en termes de liberté, qu'est-ce qui a fait que ce système, à un moment donné, dit oui, voilà, on dit oui aux élections, pas de report. D'ailleurs, la Constitution aussi, le Conseil donc a rejeté le fait que ce report ait été proposé par exemple. Je vous entends très très mal. La connexion fait souvent défaut. J'avoue que j'ai quelques bribes de votre question. Je vous entends pas mal. Très bien. Je vous demandais, j'espère que le son va passer. Qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, ce système sénégalais avec ce pouvoir, un système tout de même qui pose problème en termes de démocratie, plusieurs chefs d'État ont brigué plusieurs mandats, je disais que c'est un pays aussi où la liberté d'expression parfois pose problème. Qu'est-ce qui a fait que ce pouvoir, ce régime s'est élevé à un moment donné, notamment Macky Sall et puis son pouvoir, disent OK, on ouvre les élections, c'est la démocratie et on laisse passer un jeune qui est candidat et pourquoi pas. Il sort de prison, il y a 10 jours il était en prison et aujourd'hui il est élu. Qu'est-ce qui a fait qu'il y ait ce changement? C'est le peuple qui a parlé, c'est une évolution dans la tête du pouvoir? Oui, il fallait arriver, n'est-ce pas, à cette nouvelle donne. Parce que, vous l'avez dit, pas mal de chefs d'État sont passés, n'est-ce pas, ici. Et le plus souvent, si je prends les cas de Senghor et Abdou Diouf qui ont respectivement fait 19 ans, 20 ans au pouvoir, depuis l'avènement de Maître Abdoulaye Wade au pouvoir, c'est là que nous avons senti que, n'est-ce pas, la démocratie a commencé vraiment à s'installer véritablement au Sénégal. Et maintenant, c'est la parole à la jeunesse sénégalaise. La jeunesse sénégalaise qui fait le choix, la jeunesse sénégalaise qui se bat davantage. Vous avez constaté par vous-même que depuis ces dernières années, que les jeunes sont en train de se battre pour que la démocratie soit là, pour que les présidents, n'est-ce pas, ne restent pas au pouvoir à faire tout ce qu'ils veulent, eux et leurs militants. Et je pense bien que c'est cette donne qui est en train de changer vachement. Merci d'avoir été avec nous, Seydou Nourouba. Merci, cher confrère journaliste, chef du service international de RFM donc au Sénégal. Au plaisir de vous retrouver pour une prochaine édition. Gamal Abina, avec nous, analyste politique, spécialiste des questions internationales. Gamal Abina, vous connaissez aussi l'Afrique de par vos analyses, aussi vos écrits. On a une réelle avancée en Afrique. On parle du Sénégal, c'est un pays, je le disais, qui pose problème. Dans plusieurs pays d'Afrique, on va parler d'Algérie dans quelques instants, où on a tout de même un président qui, via l'APS, sans aucune sortie live, annonce comme ça un report d'une minute à l'autre des élections algériennes. Mais d'abord, une réaction sur le Sénégal. Le Sénégal est un phénomène intéressant, d'abord parce qu'il est dans une région qui est actuellement très instabilisée. On sait qu'il y a des coups de force au Mali, au Niger, au Burkina, qu'il y a un phénomène un peu de contagion qui a inquiété effectivement les Français et même d'ailleurs Macky Sall qui était un des premiers inquiétés, avec un président qui lui est proche. Il ne faut pas oublier qu'il y a aussi Ado, comme on l'appelle, juste en Côte d'Ivoire, qui lui aussi est inquiété par ce qui se passe dans la région, parce que ce phénomène de balayage de ses pouvoirs pro-France commence à poser problème. Donc Ouattara ou Macky Sall étaient à peu
peu près dans une même situation un petit peu difficile, avec une poussée, il ne faut pas l'oublier, parce que ce président se présente comme un président, effectivement, qui lutte contre la corruption, mais enfin ça c'est un classique. Là où c'est plus intéressant, un souverainiste africain, donc il veut renégocier les contrats sur l'exploitation minière et autres, et surtout c'est un président qui dit qu'il est panafricain. C'est un mot magique, c'est un mot qui commence de plus en plus à prendre de plus en plus racine en Afrique. C'est bien la région d'où venait d'ailleurs le grand Thomas Sankara, qui était panafricain, et dans la démarche de ce président nouvellement élu, vous l'avez dit, il est sorti de prison 10 jours avant l'élection, comme Sonko d'ailleurs, qui était son ami, qui n'a pas pu se présenter parce qu'il était inéligible. Eh bien, il se présente comme un président jeune, 44 ans, dans un pays très jeune. La moyenne d'âge est de 19 ans, un pays de 18 millions d'habitants, vous l'avez dit aussi, mais qui a des problèmes structurels très importants. Il y a une inflation galopante, il y a de moins en moins au niveau de l'exploitation des eaux poissonneuses halieutiques, il y a de moins en moins de poissons, il y a de plus en plus de paupérisation, une demande réelle de changement par rapport à des libertés individuelles qui ont été confisquées ou qui ont été mal gérés, mais surtout un pays, ça a été dit tout à l'heure par votre intervenant, qui avait des présidents qui duraient 20 ans. Donc là, on a eu quelqu'un qui a duré quasiment 10-12 ans, et le ras-le-bol généralisé, c'est qu'on a eu un Sonko qui est arrivé, Ousmane Sonko, qui est monté en puissance, qui était un homme bien élu pour le coup, que ce soit au niveau régional, municipal, et puis après, il est monté en puissance en termes de rupture avec le pouvoir, et qui a été mis en prison et accusé de choses qui étaient extrêmement douteuses, juste pour l'écarter de la course. On s'est rendu compte que Macky Sall, au départ, voulait se représenter, mais finalement a reconduit au fur et à mesure à reporter l'élection dans l'espoir de peut-être gagner en sympathie, ce qui savait être impossible. Le Sénégal, en dépit de toutes les imperfections, reste un pays qui est un modèle démocratique dans la région, et en même temps qu'on observe à la loupe, parce qu'on se demande ce qui va se passer. Donc on a un président qui est en rupture, qui est panafricain, qui va certainement avoir des relations régionales avec les pays, que ce soit le Niger, le Burkina ou le Mali, d'ailleurs on en parle beaucoup, qui risque de s'accélérer, parce qu'il y a un mouvement général qui est en place, et c'est un président qui se présente comme panafricain, donc un phénomène qui va être intéressant en termes politiques et géopolitiques. Donc c'est vrai qu'il inquiète parce qu'il est nouveau, il inquiète parce qu'il est jeune, il inquiète parce qu'il répond à une demande de la population qui veut de la souveraineté, clairement économique, je parle bien de souveraineté économique, et il inquiète parce qu'effectivement le Sénégal reste un pays qui a une grande influence française et qui sans doute, avec son élection, risque de s'écarter. Une minute encore un peu sur le fond du Sénégal, et j'aimerais aussi qu'après on essaye de voir un peu, parce qu'il y a d'autres pays comme l'Algérie, on en parle ce soir, qui suscitent autant d'interrogations dans un autre système. Mais voilà, est-ce que on voit au Sénégal que ce système judiciaire a su résister de façon admirable? Il y a cette instabilité. Certains ont parlé je le rappelle, de manœuvres du chef de l'État Macky Sall, notamment au souhait du report. On peut faire toutes les analyses derrière. Il y a eu l'annulation par le Conseil constitutionnel du report de l'élection décidée donc par le président. Qu'est-ce qui a fait que ce système, ce régime, dans ce pays-là, à un moment donné, ouvre les vannes et on en arrive à cette liberté-là, pour qu'on essaye ensuite peut-être de comparer, enfin d'essayer de voir un peu comment d'autres pays peuvent retrouver le même chemin. Je viens d'expliquer, il y a une pression géographique, une pression régionale, une pression géopolitique qui est réelle avec l'histoire des régimes comme le Mali ou le Burkina qui ont fait des coups de force militaires, avec l'arrivée en masse de ce qu'on appelle Wagner, donc en gros de miliciens qui viennent de Russie, qui sont des sociétés privées, mais surtout il y a une peur d'un mouvement insurrectionnel massif. Alors ce qui est intéressant, que vous venez de le souligner, c'est que la Cour constitutionnelle ou les juges, malgré tout, malgré la pression de la direction politique, restent relativement indépendants. Je dis bien relativement, parce que la condamnation de Sonko, par exemple, était largement douteuse. Ousmane Sonko se retrouve en prison dans des circonstances qu'on peut qualifier de réellement antidémocratiques, mais il n'en demeure pas moins qu'ils sont quand même sortis avant l'élection et que c'est bien l'opposition, après 12 scrutins depuis l'indépendance, qui l'emporte. C'est la première fois qu'on a un opposant réel qui arrive à la tête de l'État. Donc ça, c'est la première surprise. L'autre aspect, c'est la peur régionale. Effectivement, le Sénégal fait figure de havre de paix, et aujourd'hui, on se demande si, avec tous ces pays instabilisés dans la région, qui sont limitrophes du Sénégal, il n'y aura pas un effet de domino, un effet de contagion, de coup de force militaire. Donc on l'a observé un peu partout, et c'est vrai que là, le Sénégal a montré un exemple assez édifiant. Il a été capable, il y a eu des violences, on s'en souvient, il y a eu des manifestations populaires, il y a une pression énorme de la part de la population, et les dirigeants politiques ont finalement, et c'est plutôt rare d'ailleurs, jeté l'éponge, puisque finalement, on se rend compte que l'ancien président Macky Sall a fini par partir. C'est pas très glorieux, mais en même temps, il n'a pas pu empêcher ce vent de démocratie de balayer le territoire et d'envoyer un espoir, peut-être un signe positif pour les autres pays de la région. Mais aujourd'hui, effectivement, le Sénégal est un exemple.
Écoutez aussi le peuple, on le rappelle, certains parlent même d'une goutte qui a fait déborder le vase lorsque Macky Sall a annoncé le report des élections. Karim Kébir est avec nous, journaliste, ancien directeur de la rédaction de Liberté. Karim Kébir, bonsoir et bienvenue. Bonsoir à vos invités, à tous vos téléspectateurs. Karim Kébir, on évoque ce soir, dans son contenu, le Sénégal, mais ce qui nous intéresse aussi, c'est d'essayer notamment de voir avec vous ces leçons, ces leçons peut-être pour les médias, ces leçons aussi que doit en tirer le pouvoir, comment le pouvoir demain doit aussi écouter le peuple. On rappelle un peuple qui est sorti en 2019 pour vraiment demander un changement de système. Karim Kébir. Écoutez, je ne pense pas, c'est pas du défaitisme ou du pessimisme. De toutes les façons, c'est un constat. Malheureusement, on n'a pas saisi cette opportunité historique où tous les Algériens étaient réunis autour d'un même slogan, des mêmes objectifs. Malheureusement, on a pris comme dirait l'autre, le sens interdit de l'histoire. On a tout fait pour torpiller cette formidable dynamique populaire qui pouvait aboutir justement sur des réformes audacieuses, sur une ouverture, même s'ils ne sont jamais parfaites, mais de toutes les façons, on pouvait répondre d'une certaine façon aux larges aspirations populaires. Malheureusement, on a vu tout à fait le contraire. Il y avait un raidissement du pouvoir avec un verrouillage et un cadre juridique de coercitif avec toutes les lois qui empêchent pratiquement aujourd'hui tout le monde de travailler ni de s'organiser. Et dans ce contexte, moi je me demande franchement comment l'élection présidentielle, même s'il donne des garanties de transparence, comment elle peut avoir cette adhésion populaire avec le climat de fermeture et le climat pratiquement d'extinction de la vie politique et d'étouffement et d'isolement des médias. Donc on est pratiquement, je l'ai toujours dit, on évolue à la périphérie de l'histoire, contrairement à beaucoup de pays qui tirent des leçons, qui essayent d'avancer, même timidement. Nous, pratiquement, on est... Qu'est-ce qui bloque c'est vraiment excusez-moi du qualificatif, mais c'est vraiment la ténacité, voire la férocité du pouvoir algérien. Vraiment, on en parle encore ce soir parce que c'est lié. On a un chef d'État qui ne s'est pas exprimé en direct et qui, comme ça, de but en blanc, annonce au peuple algérien, au monde entier, qu'il décide, manu militari limite, de déplacer les élections présidentielles. Pourquoi est-ce que alors le peuple algérien, bien évidemment, il n'a pas terminé, il continue sa lutte. On en parle assez depuis plusieurs années. Mais quelle est la différence? C'est qu'il y a un régime militaire comparé peut-être à ces pays d'Afrique de l'Ouest, comme le Sénégal, par exemple? Écoutez, je pense d'abord il est lié à la nature du système. Vous avez un système qui culturellement est réfractaire à toute forme de changement. La deuxième des choses, de mon point de vue, on considère, et ça ce n'est pas une vue de l'esprit, de toutes les façons, il y avait des gens du système qui ont osé le dire, dont Bouteflika lui-même, comme quoi les Algériens ne sont pas encore mûrs pour la démocratie. Et je pense qu'il y a un élément qu'on a souvent vendu d'ailleurs dans les capitales occidentales, c'est comme ça qu'ils ont réussi à les rallier, et je pense qu'ils leur vendent à chaque fois l'argument que si jamais il y a une ouverture, donc c'est les islamistes qui vont être au pouvoir, et vous allez avoir affaire à des boat people, à une immigration massive, soi-disant. Oui, c'est ce qu'on avait vendu aux Algériens d'ailleurs, en leur disant si Bouteflika s'en vont, ce sont notamment tel ou tel parti qui arriverait, alors qu'en fait Bouteflika est parti et la situation est limite plus dramatique pour les Algériens. Et c'est ce constat, soi-disant, c'est le fait qu'ils considèrent que le peuple n'est pas mûr. En même temps, il faut dire aussi, il faut l'admettre, ça concerne nous en tant que citoyens algériens. Effectivement, il y a beaucoup de fragilité au sein de la société, beaucoup de fractures.
qui sont un peu, on l'a vu avec le Hirak, dans l'incapacité à trouver quand même un minimum de compromis, de consensus et d'organisation. Ça aussi, ce sont des parts, mais elles peuvent être dépassées s'il y avait une réelle volonté d'aller vers l'ouverture. Et puis, troisième élément, c'est un peu d'ordre géopolitique. L'Algérie s'est toujours revendiquée d'un grand espace qui est le monde arabe. Et je vois mal comment l'Algérie peut toute seule, soi-disant, émerger en tant que démocratie dans un ensemble où tous les régimes sont fermés. Et c'est pour ça que je vous dis qu'il y a une alliance objective entre tous ces régimes. Regardez qu'il a été le sort qui a été réservé à la jeune démocratie tunisienne. On est dans le même cas de figure. Je pense que beaucoup de pays, y compris peut-être avec l'Occident, ne sont pas favorables à l'émergence d'une démocratie ici. Donc il y a des facteurs endogènes et des facteurs exogènes qui empêchent notre pays d'aller vers une véritable ouverture démocratique. On a l'impression, c'est vrai que vous releviez ce que disait Abdelaziz Bouteflika en disant que le peuple algérien n'est pas encore assez mûr pour telle ou telle chose. Il y a eu tellement de sorties dans ce sens-là pour la démocratie. On a l'impression notamment que dans ces pays, peut-être en Algérie, mais pas que, dans certains pays du Maghreb ou en Afrique, que les peuples sont peut-être un peu plus méprisés, parce que là, c'est vrai qu'il y a eu des réactions sur les réseaux sociaux où certains Algériens se disent mais nous aussi, on mérite peut-être de vivre autre chose, une nouvelle ère, peut-être d'avoir on rappelle que le nouveau président sénégalais, sorti de 11 mois d'emprisonnement, 10 jours avant l'élection, donc il est élu, donc on a l'impression que ces chefs d'État, ces régimes, ces systèmes, parfois et souvent autoritaires, méprisent leur peuple ou ont très peu de considération pour l'opinion publique. D'ailleurs, d'où l'annonce comme ça du président algérien d'annoncer un report des élections. Exactement, il y a une absence de volonté. Vous avez cité le cas du Sénégal. C'est qu'il y a justement, il y a cette volonté de respecter la volonté populaire. D'ailleurs, regardez, en 10 jours, le président élu, 10 jours auparavant, il était en prison. Donc, je vais vous dire qu'il y a une forme de conscience, et puis d'un scrutin qui n'a pas été entaché de fraude, donc il y avait des garanties de transparence, et puis ils ont joué la carte de l'alternance. Forcément, donc ça va donner l'émergence d'une comment dire, de nouvelles forces. Et c'est la même chose. Ça peut arriver dans des pays comme nous s'il y avait justement cette volonté d'ouverture. Et quelle que soit l'expérience qu'on peut vivre, mais pour peu qu'il y ait des garde-fous, le respect des règles, le respect de la loi, comment dire, c'est-à-dire ouvrir le champ politique et médiatique, quel que soit celui qui va être élu, à la limite, si demain les Algériens ne sont pas contents, ils vont voter pour quelqu'un d'autre après 4 ans. Mais ça sera une expérience pour nous. Les gens vont apprendre au fur et à mesure. Même si, mais cette situation-là qu'on vit aujourd'hui avec cette résignation. La nouvelle Algérie d'Abdelmadjid Tebboune, aujourd'hui, c'est pas possible de voir demain des Algériens se ruer vers les urnes parce qu'il y a réellement ce changement, cette avancée avec la nouvelle Algérie. C'est le slogan du président actuel algérien aujourd'hui. On est loin d'avoir affaire à ce scénario. Je pense que la crise de confiance s'est accentuée davantage. Donc on va assister à des remakes des élections passées. Mais vous me direz que c'est leur dernier souci, la participation. D'ailleurs, le président Tebboune lui-même avait dit que ça n'importait pas le taux de participation. Donc l'essentiel, c'est de se conformer à une forme de formalisme, comme quoi ils ont organisé des élections, et c'est passé, on passe à autre chose. C'est tout. Donc, moi, personnellement, je prédis qu'il n'y aura pas beaucoup de monde qui vont se bousculer aux urnes. Hein.
Avant de vous libérer, dernière question, on retrouvera Gamal Abina dans un instant. Est-ce que ce genre de situation, d'avancée dans ces pays-là, voilà, où la démocratie, souvent des régimes autoritaires ou alors des présidents qui ont beaucoup de mal à quitter le fauteuil, est-ce que ça peut être un avertissement demain, peut-être un coup de tonnerre, un avertissement aussi bien pour ces pouvoirs-là, mais aussi un espoir pour ces peuples qui n'ont pas envie de lâcher. En voyant le Sénégal, peut-être que le peuple algérien se dit oui, on continue, c'est possible. Mais bien sûr, avec le monde d'aujourd'hui, le monde connecté, ultra connecté aujourd'hui, donc ce qui se passe dans le point le plus extrême de la planète, il est forcément suivi à l'autre bout du monde. Donc on est dans un village, pratiquement dans un village, donc les gens voient, les gens suivent, les gens tirent des leçons, ils regardent, mais bien sûr, ils s'inspirent de ces expériences. Et puis, comme je vous l'ai dit, le silence, c'est-à-dire le contexte d'aujourd'hui, ne signifie pas pour autant que les Algériens ont abdiqué. Le fond du problème, il est toujours le même. La crise politique, elle est là. On n'a pas encore abordé les véritables raisons de cette crise, c'est-à-dire on n'a pas traité les véritables causes. On a essayé de traiter les conséquences, et ça a été toujours le cas, et c'est-à-dire on a toujours pris le problème à l'envers. On essaie de traiter les conséquences, mais pas les causes. Or, le problème algérien est d'abord de s'attaquer avec une grande volonté politique, courage, lucidité, de véritables causes qui ont conduit le pays à cette situation. Bon, il y a un seul cas de figure où le système peut se permettre encore de vivre quelques années, c'est bien entendu la rente pétrolière. Si elle est toujours maintenue, ça lui permettra toujours d'acheter un peu la paix sociale. Mais jusqu'à quand? Parce que quand vous avez une situation de fermeture qui se greffe sur un quotidien difficile et des situations économiques difficiles, forcément, ça conduit parfois à des explosions sociales. Et ça, on n'est jamais à l'abri. On l'a déjà vu par le passé. Donc, on espère qu'ils ont tiré les leçons, mais malheureusement, au regard du traitement qui a été fait au mouvement populaire, je pense qu'ils n'ont pas suffisamment tiré les leçons. Karim Kébir, merci d'avoir été avec nous, journaliste en Algérie. Merci, cher confrère Saha Ftorek. Merci infiniment. On va écouter ici une petite minute. Merci, Karim Kébir. On va écouter ici Monsieur Abdelkader Ben Grina, qui est le président du mouvement El Bina, qui pour lui, lorsque notamment Macky Sall a annoncé le report, eh bien pour Monsieur El Bina, c'est un exemple qu'il faut suivre en Algérie. D'ailleurs, l'Algérie a reporté ses élections dans un autre sens. On en parle dans un instant. بعد الحراكية هذه الانتخابات التي سوف تجرى إذا لم يحدث طارئ كبير خارق للعادة، يعني الدستور ربما، يعني ما عنديش في ذهني، ولكن أنا شفت السنغال عجلت لحد الآن. أنا مش في ذهني، مش وارد يعني في ذهني، ولكن رانا نتكلموا في الفرضيات. يعني المفروض اللي هي راح تجري خلال هذه السنة بإذن الله تعالى هي أول انتخابات تجري في كنف الطمأنينة والهدوء، وتبادل يفترض التناطح بين تنافس بين البرامج كما تفضل أستاذنا الفاضل العزيز بين البرامج. هذه أول انتخابات. Gamal Abina, avoir un peu votre avis maintenant, si on comparait, mais on mettait un peu en parallèle les peuples, restent les peuples, hein, l'humanité c'est l'humanité, certaines aspirent à un changement, à du nouveau, à du renouveau, un autre fonctionnement, un autre système, c'est ce que souhaitait le Sénégal, avec ce jeune de 44 ans qui vient d'être élu, et c'est ce que souhaite aussi le peuple algérien, on l'a vu. Quelle analyse vous faites, vous, en voyant cette situation en Afrique, au Sénégal, et puis en Afrique, en Algérie, où c'est un peuple qui
énormément du mal à imposer ses idées, à s'exprimer et à aussi, dans la même foulée, avoir votre réaction. Comment vous avez aussi vécu un peu lorsque vous avez entendu, alors via l'APS, toujours, via des messages, mais que le président a souhaité reporter les élections, plus du 12-12 2024, mais 3 mois avant, 7 septembre 2024. Manifesté, c'était dans un cas le report de l'élection, dans l'autre cas le maintien de Bouteflika en 2019 qui a été la goutte d'eau qui faisait déborder le vase, donc il y a eu un facteur déclenchant. La différence entre le Sénégal et l'Algérie, c'est que le Sénégal d'aujourd'hui, c'est un peu l'Algérie de 88. C'est-à-dire qu'essentiellement, en dehors de la dignité, c'est surtout les questions socio-économiques qui ont poussé la population à ne plus vouloir entendre parler de ces dirigeants qui étaient un peu à la solde de l'étranger et qui appauvrissaient le pays. En Algérie, en 88, on a la même configuration. Plus de rente pétrolière, contre-choc pétrolier 86, explosion sociale, et à ce moment-là, il y a une répression violente qui s'abat sur le peuple, et ça donne lieu par la suite à des élections. Et donc c'est un peu le même phénomène qu'on observe par rapport au Sénégal, ce qui est un peu différent de l'Algérie d'aujourd'hui, parce que 2019, c'est pas pour les questions socio-économiques que l'Algérie manifeste, mais pour les questions de dignité et d'indignité. Évidemment, de corruption, c'est un point commun, mais surtout le fait qu'on nous refasse le coup d'un président dans un cadre qu'on va présenter, qui n'est même pas en mesure de diriger un pays. Et donc, ça a été un peu la goutte d'eau. Après, il y a tout un tas de revendications qui sont greffées là-dessus. Mais la question que vous posez sur le fait qu'aujourd'hui, les configurations peuvent être se ressembler par certains abords. Le Sénégal est entouré de pays instabilisés, comme l'Algérie aujourd'hui. Il y a 7 frontières, dont 6 pays très instabilisés. Les questions d'ordre démocratique, peut-être plus de demandes de liberté individuelle, évidemment pour les 2 pays. Mais il y a un aspect assez étonnant. C'est vrai que là, quand j'ai appris, comme vous, non pas le report, mais l'avancée des élections à une date au mois de septembre, apparemment, ça m'a un peu surpris. J'ai pas bien compris la stratégie parce que, logiquement, une campagne se prépare sur le long. On avait annoncé que le président Tebboune serait en France au mois de septembre-octobre, donc c'est plus trop possible. Je pense que c'est difficile de croire qu'il sera en France. Oui, puis vous avant qui êtes l'élection. vous qui êtes fondateur du mouvement des droits civiques. Absolument. Si je ne me trompe pas, droit Absolument. civique, peut-être que le premier droit civique, le premier geste, c'est d'aller voter. On s'imagine à la rentrée scolaire, en pleine rentrée sociale, universitaire, l'école, etc. C'est peut-être pas la bonne période. Est-ce que c'est pas une manière de faire avaler la pilule à ce que ces élections elles aient lieu, alors que ça n'importe pas les Algériens. Ça, c'est une autre question et malheureusement, c'est le cas. Mais en tout cas, c'est une manière peut-être pour ce pouvoir vraiment, encore une fois, de faire passer les choses d'une certaine manière. Alors oui, vous avez raison. Sur les droits civiques, et c'est ce que je défends en France et en Algérie, en l'occurrence, mais surtout en France, le premier des droits, c'est effectivement le droit de vote. C'est aller voter pour choisir son dirigeant qui nous représente. Parce qu'il ne faut jamais perdre de vue qu'un dirigeant politique, qu'il soit président, ministre, conseiller régional, maire ou simplement une représentation autre, ça peut être n'importe quelle forme, mais dans tous les cas, un représentant de l'État, du peuple en l'occurrence, est là pour défendre les intérêts du peuple. Et c'est vrai que cette élection qui est anticipée m'a un peu surpris parce que les conditions ne sont pas forcément favorables à une élection au mois de septembre. C'est vrai que c'est la rentrée sociale, on sort de vacances, on n'est pas préparé. Aucune, soyons clairs, Gamal Abina, aucune. Oui, je suis d'accord, c'est assez étonnant. Aucune. Quand est-ce qu'on fait campagne? J'imagine un candidat juillet-août aller faire du porte-à-porte ou aller sur les marchés. Les médias sont. Il y a toute une ambiance estivale qui n'est pas du tout la bonne période, d'ailleurs, pour n'importe quel État, je pense. Oui, ça m'a un peu surpris. C'est vrai que j'ai pas compris les choix. Alors, il y a peut-être une raison. Pourquoi il le fait? Je vais vite parce que le temps passe et je voudrais vraiment aussi avoir votre point de vue. Sincèrement, je ne sais pas du tout, ça m'a vraiment étonné. Moi, je m'attendais plutôt pas à un report, à un maintien de l'élection, une campagne qui doit convaincre le peuple. La campagne n'a pas commencé. D'ailleurs, il n'est pas officiellement candidat. Donc, c'est vrai que cette avancée comme ça, un petit peu, c'est tombé un peu du ciel, sans raison particulière. Bon, ils vont pas, je pense que le Conseil constitutionnel ne va pas contester cette avancée de l'élection. Je pense qu'une des raisons pour lesquelles ce qui est invoqué, ça a été apporté au mois de septembre, c'est de dire que maintenant l'Algérie est stabilisée, qu'il y a un bilan qui serait favorable, et que donc on peut assez facilement faire l'élection. Je pense que c'est pas vraiment le meilleur moment. C'est l'inverse plutôt, non? Comment vous voyez ça, vous qui on essaie de démontrer au monde entier qu'on avance les élections parce qu'il y a une stabilité, c'est plutôt peut-être gage d'instabilité. Pourquoi ces élections ont lieu en septembre? Moi, vu de l'extérieur, je vois ça plus comme une instabilité. Je ne sais pas si c'est un gage d'instabilité, mais c'est vrai que c'est étonnant. Le calendrier me paraît très, très hasardeux.
Il y a une chose sur laquelle j'aimerais bien revenir, parce que là, je sais pas pourquoi d'ailleurs ils ont choisi ce calendrier. Mais ce qui est intéressant dans ce qu'a dit le journaliste M. Kébir, c'est une chose qui relève vraiment du racisme basique, et je tiens à le préciser. Parce que là aussi, je lutte contre la question du racisme. Quand on dit que le peuple algérien, je l'ai entendu en 88, 90, 91, n'est pas mûr pour la démocratie, c'est deux insultes. La première, c'est que notre peuple n'aurait pas le droit de choisir ses dirigeants, ce qui est déjà très insultant, on est des moutons. Et la seconde, c'est de dire qu'on est vraiment, le peuple algérien serait un peuple de moutons imbéciles qui n'a pas de cervelle. Donc on a entendu ça aussi, mais pas en Palestine d'ailleurs. Quand ils choisissent en 2006 de voter pour le Hamas, ils votent mal aux yeux de l'Occident, mais ils votent démocratiquement. Et dès qu'on choisit un candidat qui ne vous plaît pas, immédiatement, les termes racistes et méprisants utilisés, les termes condescendants, infantilisants, c'est de dire, comme si vous aviez des enfants en face de vous, alors que c'est un peuple très éduqué, qu'ils soient algériens ou palestiniens d'ailleurs, ils ne sont pas mûrs pour la démocratie. Donc j'aimerais quand même renverser la vapeur. Les États-Unis ont voté pour Trump. Est-ce qu'ils étaient mûrs pour la démocratie? Non. Ils ont voté pour Sarkozy, qui est un des pires présidents de la République française. Il n'était pas mûr. Ils ont voté aussi pour Berlusconi. Ils ont voté pour tout un tas de gens d'extrême droite qui émergent en Europe. Là, bizarrement, on n'utilise pas le terme de maturité pour la démocratie. Et c'est là où on peut se poser la question de la perception. Non, les Algériens sont mûrs pour la démocratie. Ils sont éduqués. Ils réfléchissent. Ce sont des gens qui sont très politisés, le peuple algérien. Et je pense que la maturation ne rentre pas en ligne de compte. Par contre, on s'inquiète du choix des Algériens. Si c'est comme d'ailleurs au Sénégal, un président anti-système, c'est comme ça qu'il est annoncé, effectivement, ça inquiète l'Occident. Et là, on parle de peuples qui ne sont pas mûrs. Donc, ils n'ont pas osé le dire au Sénégal, mais c'est ce qui est dit régulièrement sur l'Algérie. C'est intéressant, tout à l'heure, au début de votre propos, vous compariez cette année de 88, on connaît le bouleversement, les manifestations de 88 d'ailleurs qui ont donné à naissance aussi à ces élections législatives où je rappelle qu'il y a eu 60% des Algériens qui sont allés voter, ce qui est très rare encore aujourd'hui pour un État. Ça veut dire qu'aujourd'hui, les Algériens sont face toujours quelque part à la même crise et face au même pouvoir. Alors, je ne sais pas si c'est le même pouvoir, parce qu'il y a quand même des évolutions. On n'est plus sur un pouvoir aussi violent que 88, où vraiment il y a eu un massacre, 500 morts. Le 5 octobre, ça a laissé quand même une tache rouge dans l'histoire de l'Algérie, qui a suivi après littéralement une effervescence démocratique, avec la libération des journaux, la presse écrite, télé, où tout le monde s'exprimait, tout le monde disait ce qui n'allait pas, tout le monde invectivait tout le monde. C'était assez extraordinaire. C'est un moment de démocratie qui était rare en Afrique, et on a précédé évidemment en cela beaucoup de régimes africains. Mais ce qui est intéressant, c'est de ne pas perdre de vue, c'est qu'aujourd'hui, c'est un autre type de direction politique. On n'a pas la violence. D'ailleurs, le Hirak s'est très bien passé. Il n'y a pas eu un seul mort. À comparer de la France avec les Gilets jaunes, on est à des kilomètres devant. Le peuple algérien est très mûr. Il n'y a pas eu de violence parce que l'Algérie a refusé la violence. Une autre forme de répression tout de même. Une autre forme de répression. Oui, mais beaucoup moins violente que ça l'a été. Il y a eu 500 morts, 600 morts. On a quand même des enfants qui ont été tués dans la rue à Alger le 5 octobre. Là, on est sur autre chose. On a eu 250 000 morts dans les guerres civiles. Là, on n'est pas là-dessus. On est sur un autre système qui est beaucoup plus réfléchi, qui a compris que l'Algérie, quand même, c'est un peuple éduqué aujourd'hui qui va de l'avant. Et je pense qu'il y a une volonté de composer avec le peuple. Alors, est-ce que ça va fonctionner? Ça, je ne dirais pas. Je ne vais pas m'aventurer à dire que ça va marcher. Mais ce qui est certain, c'est qu'il y a, pour moi, je reste optimiste à l'espoir. Il nous reste une minute. Comment on peut parler de volonté de composer avec le peuple quand on voit que des élections, elles sont imposées le 7 septembre, que rien n'est fait pour avoir une campagne normale, pour discuter, pour ouvrir le champ médiatique? On est les seuls aujourd'hui à vraiment mettre sur la table le fait qu'un président décale une élection présidentielle. Il n'y a aucun média en Algérie qui en parle, par exemple. Donc comment vous pouvez dire qu'il y a quand même une volonté de composer avec le peuple? Simplement parce que le Hirak est toujours dans l'air. C'est-à-dire que moi, je pense que les dirigeants algériens ont compris que le peuple est capable de sortir 20 millions de personnes dans la rue, un Algérien sur deux, et ça, c'est quelque chose qui est une pression qui reste et qui sera permanente. Aujourd'hui, les dirigeants politiques comprennent qu'il faut composer, je parle de cette composition, qu'il faut améliorer, qu'il faut avoir des résultats économiques, politiques, et tout cela va, j'espère, maintenant je reste optimiste, va peut-être enfin arriver, mais c'est vrai que cette composition, elle est faite par la peur d'un retour du Hirak. C'est une réalité. L'Algérie a su faire partir un ancien système, un ancien dirigeant. Il y a des gens qui ont été mis en prison, il y a quand même 3500 personnes en prison, beaucoup de corruption qui ont été montrées du doigt, donc peut-être que ça va marcher, peut-être pas, mais il n'en demeure pas moins que de toute façon les dirigeants tiennent compte de ce paramètre, de cette variable, à savoir le Hirak potentiellement qui pourrait revenir.
Gamal Abina, merci d'avoir été avec nous. Je rappelle, vous êtes fondateur du Mouvement des droits civiques et analyste politique. Merci aussi à Sedou Nourouba, journaliste chef du service international de RFM. Et puis avec nous, le plaisir aussi d'avoir eu mon confrère Karim Kebir. Lilata Mansour, voilà, qui n'a pas pu être parmi nous ce soir, qu'on aura le plaisir certainement de recevoir dans la semaine. Sahaf Torkoum, Sahal Fadronmoun, bon appétit à tous. Et demain soir, vous aurez le plaisir de retrouver mon ami confrère Nassar Djoudi. Bonne soirée à tous.